Je commence l'enregistrement. Donc, je commence l'enregistrement. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur une nouvelle thématique qui est la RSO, la responsabilité sociétale dans les organisations, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un contexte spécifique qui est l'administration publique à travers l'exemple de ministère de l'enseignement supérieur. Alors moi aussi, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Ça s'est arrêté. OK, parfait. Alors, je partage. Alors, excusez-moi. C'est les aléas de la technologie, de l'Internet. Tout à fait. Pas toujours faisable. Alors, je pense cette fois-ci, ça va aboutir. Juste pour faire les introductions. Voilà, je pense maintenant c'est bon. Donc, vous pouvez voir mon écran. Alors, comme je viens de dire, donc aujourd'hui, on va traiter un contexte de travail spécial qui est l'administration publique à travers l'exemple du ministère de l'enseignement supérieur. Et en votre nom, au nom de RSE et PED, je remercie les intervenantes qui ont accepté de contribuer à ce webinaire et de partager leur expérience. Alors, sans tarder, afin de mieux visualiser notre webinaire, je vous prie donc de prendre le temps de vous renommer correctement. Donc, vous pouvez aller à la partie participants, vous cliquez à droite sur votre nom et vous mettez votre nom et organisation, pays aussi, ce sera intéressant. Tout au long du webinaire, je vous demande de garder votre micro et caméra désactivés. Ça évite les nuisances sonores qui peuvent être survenir d'une manière accidentelle. Et la caméra, donc, ça consomme de la connexion et ça peut nuire à la qualité de la visualisation. Pour vos commentaires, vos questions, n'hésitez pas de les partager dans le box de chat ou bien converser ou bien discuter. Ça dépend de quel outil vous utilisez. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aux côtés de mesdames. Je suis Hindaït Mohamed, donc maître de conférence à l'Institut supérieur international de tourisme de Tanger et aussi spécialiste dans la responsabilité sociétale des entreprises et membre actif de l'association RSE et PED depuis 2014. Donc, vraiment un plaisir d'animer ce webinaire et la première intervention sera par Dr Bahija Salhi. Donc, ou bien Dr Bahija Salhi, actuellement est la chef du service des affaires sociales au ministère d'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'innovation. Elle est aussi le point focal de la responsabilité sociétale des universités, donc au ministère. Aussi, elle travaille sur les questions du genre et est responsable de la cellule genre au ministère. Elle est aussi membre du Conseil national de la santé et la sécurité du travail au Maroc et membre du comité technique chargé de l'exécution et du suivi des actions programmées par le Conseil de santé et la sécurité du travail et ex-responsable du service de la santé universitaire à l'ONUSC et de formation. Donc, elle est médecin et était ex-médecin-chef de la commission médicale et membre du bureau exécutif de la Fédération royale marocaine du sport universitaire. Donc, merci Madame Bahija pour votre temps et d'avoir accepté
de partager avec nous l'exemple du ministère et son engagement en faveur de la responsabilité sociétale. À vous la parole. Donc, Madame Salhi, micro. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Bonjour. parfaitement. Oui, oui, Oui. bonjour. Donc, si possible, de mettre la présentation en plein écran et à vous la parole. Merci infiniment. C'est bon? Pas encore. L'écran n'est pas en plein écran. Il est en mode. Peut-être il faut cliquer sur démarrer le diaporama. Juste une minute. D'accord. Voilà, parfait. Donc, C'est il est bon? bien clair. Oui, à vous la parole. D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement pour l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation à partager son expérience en matière d'intégration des personnes en situation de handicap dans l'administration publique. En ce qui concerne ma présentation, je vais commencer par donner un aperçu sur le cadre général qui régit cette intégration. Puis, je vais parler de l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'administration publique de façon générale et dans l'enseignement supérieur de façon particulière. En ce qui concerne le cadre général, il y a le cadre juridique. Il y a la Constitution de 2011 qui garantit l'accès aux fonctions publiques selon le mérite, article 31, et les pouvoirs qui stipulent que les pouvoirs publics doivent élaborer et mettre en œuvre les politiques spécifiques pour ces personnes, article 34, bien sûr en veillant à réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques, sensorimoteurs, mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous. Il y a aussi la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap qui garantit le respect de la dignité intrinsèque et des droits socioculturels des PSH. Nous avons aussi la loi cadre. La loi 4, numéro 97/13, relative à la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Parmi ces objectifs, on a la facilitation de leur intégration sociale et de leur participation normale à tous les aspects de la vie sur le même pied d'égalité avec les autres et sans discrimination aucune. Donc, dans cette loi, elle stipule dans l'article 3, son article 3, que chaque autorité publique doit, lors de l'élaboration et de l'exécution des politiques publiques sectorielles ou intersectorielles, observer les principes suivants relatifs à la protection des droits des personnes en situation de handicap. Et aussi, elle stipule dans son article 14 qu'aucune personne en situation de handicap ne peut être privée de son droit au travail si elle dispose des qualifications nécessaires à son exercice. Et dans son article 15, elle fixe le pourcentage des postes d'emploi pouvant être réservés chaque année dans le secteur public aux personnes en situation de handicap. Deuxième cadre qui intéresse ou qui concerne particulièrement notre ministère, c'est le plan d'accélération, c'est le pacte ICRI.
C'est le plan national d'accélération de la transformation de l'enseignement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, dans ce plan, on a 6 valeurs. Parmi ces valeurs, on a la valeur éthique, qui est la charte éthique et déontologique, la charte de la responsabilité sociétale et environnementale des universités. Bien sûr, nous avons plusieurs axes dans ce plan. Ces axes, ils sont déclinés en projets. Pardon. C'est pas le... c'est bon? C'est bon? Oui, oui. Donc, c'est affiché, oui. Oui, donc, comme je disais, ce plan, il est décliné en plusieurs programmes. Parmi les programmes, on a le programme de renforcement et de promotion des différentes formes de l'inclusion. On a qui permet de favoriser l'inclusion académique et aussi favoriser l'inclusion sociale et culturelle. Donc, maintenant, je passe à le- l'inclusion proprement, l'intégration des PSH dans l'administration publique. Donc, en ce qui concerne de façon générale notre gouvernement, euh, en vue de préserver les droits et la dignité des personnes en situation de handicap, il a fixé par voie réglementaire le pourcentage des postes d'emploi dans les administrations publiques. Chaque département ministériel, il doit réserver lors du recrutement du personnel un quota dédié à ces personnes de l'ordre d'un poste pour 5 nouveaux postes, c'est-à-dire par grade et par spécialité, 2 postes pour 7 nouveaux postes, par grade toujours et par spécialité, et 7% du nombre des nouveaux postes pour plus de 8 postes. Depuis 2019, le gouvernement il a renforcé ses engagements envers cette population vulnérable en lui offrant plus d'opportunités d'emploi dans l'administration centrale, et ceci en organisant le concours unifié commun à toutes les administrations gouvernementales. Ce concours, il est organisé par le ministère de la Transition numérique, de la Réforme et de l'Administration, en collaboration avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale, de la Famille et du ministère, bien sûr, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui est notre ministère, sous la présidence de la chefferie du gouvernement. En 2019, il a réservé 50 postes pour le recrutement des PSH. Mais depuis 2020, chaque année, on réserve 200 postes pour cette population. Il y a une exception pour cette année 2024. Il y avait une réservation de 400 postes pour ces personnes. Donc, et pour l'organisation de ce concours, une plateforme d'inscription a été mise en place, bien sûr pour respecter la proximité de ces personnes. En ce qui concerne notre ministère, il a contribué avec la réservation de 4 centres d'examen dans les établissements d'enseignement supérieur relevant des universités publiques marocaines, dans 4 régions, Rabat, Marrakech, Fès et Agadir. Et en plus de notre personnel qui a contribué à cette organisation, qui s'élève à plus de 400 personnes relevant du ministère, bien sûr, administration centrale et établissements universitaires, qui ont contribué à la surveillance et à l'organisation de ce concours. Et en même temps, il y avait cette année une particularité, c'est l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap par des étudiants des universités publiques marocaines. Il y avait plus de 700 étudiants qui ont contribué à ce concours. En ce qui concerne l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, dans notre ministère,
Notre ministère euh, il a essayé de renforcer les engagements des universités et les institutions sous tutelle du ministère envers la responsabilité sociétale, qui est l'une des propriétés du pacte ISRI, qui est le plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en mettant en place un comité interuniversitaire présidé par la direction des ressources humaines du ministère et qui regroupe des points focaux de toutes les universités universitaires et aussi des points focaux des institutions, des établissements sous son tutelle. Ce comité, il est chargé de la coordination en matière de responsabilité universitaire, bien sûr en tout ce qui concerne l'évaluation, le suivi, l'élaboration des rapports et tout ça. En plus de ce comité, c'est en 2023, il a affecté deux postes budgétaires dédiés au recrutement du personnel qui sera chargé de la responsabilité universitaire dans les universités. Et même cette année, il va y avoir l'affectation de deux postes par université, de nouveaux postes. Aussi, en ce qui concerne cette démarche, il y a l'élaboration de chartes responsabilité sociétale universitaire par toutes nos universités universitaires. Il y a des chartes qui sont déjà validées par le Conseil des universités et d'autres qui sont en cours de validation. Ces chartes, elles prennent en compte, elles respectent les droits des personnes en situation de handicap. Aussi, annuellement, nous avons commencé l'année dernière par l'élaboration d'un rapport RSU qui sera annuellement élaboré par nos universités et par les établissements sous tutelle. Ça va nous permettre de valoriser toutes les actions qui sont menées en matière de RSE et bien sûr en matière d'inclusion des universités et des établissements sous tutelle. Donc, ces rapports, ils seront élaborés par les universités. Aussi, ça fait 2 ans qu'on organise des assises nationales de la responsabilité sociétale. La première a été organisée à Tanger et la dernière, qui était en 2023, elle a été organisée à l'université Ibn Tufayl, euh, euh, Kenitra. Donc, ces assises, elles intègrent la dimension inclusive des universités et aussi, bien sûr, tout ce qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aussi, nous essayons de respecter, dans notre ministère, de respecter les normes sociales et environnementales dans tous les nouveaux projets de construction des établissements universitaires, qu'ils soient des établissements d'enseignement ou bien des établissements d'hébergement ou bien tout autre projet qui sera mené par le ministère. Et aussi, toujours dans notre approche, actuellement, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale de responsabilité sociétale qui intègre le volet inclusif des universités. Aussi, nous travaillons en matière d'inclusion avec d'autres partenaires, qui est l'Observatoire des droits de l'homme, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et aussi le réseau universitaire marocain pour l'enseignement inclusif avec qui nous venons de signer une convention. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Madame Salhi, pour cette présentation qui a mis l'accent sur le contexte juridique de l'intégration des personnes en situation de handicap dans le secteur public. Et c'est une obligation réglementaire et aussi sur cette voie que le ministère a choisi de renforcer son engagement à travers l'implication des universités. Donc, entre parenthèses, pour expliquer aux différents participants qu'au niveau du contexte marocain, donc le ministère gère les différentes universités donc par région. Donc, nous avons jusqu'à présent 12 universités publiques et chaque université donc englobe un ensemble d'établissements
publiques que aussi le ministère gère en matière de ressources humaines et en matière donc de ressources aussi financières. Alors, avec les assises, donc le ministère implique les universités donc pour un engagement sociétal fort à travers donc tout le royaume. Alors dans ce cadre donc l'éducation donc l'accès à l'éducation et surtout supérieure est indispensable. Et là donc le rôle du centre euh, que représente Madame Samia Brada, donc qui est directrice du Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale de l'université Riyad, Marrakech, donc requiert un rôle très important. Et du coup, donc, on va voir avec Madame Samia cette structure, ce mécanisme qui essaye au maximum d'intégrer les personnes en situation d'handicap en amont et pendant et après, tout au long de leur parcours universitaire, ce qui permet une meilleure intégration pour les personnes en situation d'handicap. Alors, si vous permettez, donc, Madame professeure Samia Barrada Mima, donc, qui est la directrice du Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale de l'Université Qadaiya de Marrakech. Elle est aussi la secrétaire générale du réseau universitaire marocain pour l'enseignement inclusif, RUMI, et professeure de l'enseignement supérieur en géosciences à la faculté des sciences et techniques de Marrakech, donc l'FST de l'université Qadaiya, et membre du laboratoire géoressources, géo-environnement et génie civil, dans la même université établissement. Elle est aussi le point focal de la responsabilité sociétale des universités au sein du ministère et que représente l'université Qadaiya, aussi vice-présidente de Lyon Club Marrakech des Oliviers et membre du comité technique de projet Marrakech Ville apprenante du réseau international UNESCO des villes apprenantes. Donc, Madame Brada, donc on vous remercie infiniment pour votre temps et je vous donne la parole pour présenter donc l'expérience de ce centre et ce qu'il fait pour l'intégration des personnes en situation de handicap. À vous la parole et merci. Merci, Madame Eid Mohamed. Merci à tous les organisateurs. Donc, si vous permettez, je vais partager avec vous mon écran. Est-ce que c'est partagé? Oui, très Oui, bien. Merci. merci, merci. Voilà, donc je commence tout d'abord pour justement, on est dans le cadre de la responsabilité sociale des organisations et là je vais parler de la responsabilité sociale universitaire. Et donc, en tant qu'université qui œuvre pour un enseignement inclusif et qui va agir pour son environnement socio-économique. Donc, la première des choses de mentionner, c'est qu'on a déjà, il y a quelques années, on a cette prise en compte de cette diversité au sein de nos universités et à l'échelle nationale et puis à l'échelle, je vais parler résumé sur l'université Qadaiya. Donc, il s'agit d'une université qui est répartie en plusieurs villes. Donc, c'est une université régionale où domine le rural. Et donc, quand on parle du rural, il y a la précarité socio-économique. Nos étudiants, dont plus de 65% sont des boursiers. Donc, c'est surtout, il y a ce volet, on voit clairement que le volet, les critères sociaux, c'est vraiment à en prendre compte. Donc, et pour le master et le social et aussi pour accéder à l'université, aussi le mérite. Et pour ce volet de précarité, donc il y a, on trouve quand même, nos étudiants, ils trouvent des difficultés puisque la cité universitaire, il a une offre très limitée de lits. Aussi, par rapport à la santé, donc on essaie de voir comment
que nos étudiants puissent accéder aux services de santé, donc par rapport à et aussi la fragilité psychologique. Et on va zoomer sur la question du handicap. Donc, comment peut-on garantir cette équité, cette égalité de chance de nos étudiants en situation de handicap? Donc, en gros, ce que nous avons, quand on parle de la vulnérabilité, donc on doit mener des activités d'accompagnement, des sensibilisations pour l'appui et pour l'inclusion de ces étudiants en situation de vulnérabilité pour répondre à leurs besoins. Donc, nous avons ciblé 4 catégories. C'est les étudiants en situation de vulnérabilité socio-économique. Donc, on vient de justifier l'origine rurale, la pauvreté, la fragilité familiale. Souvent responsables de l'abandon. Donc, vous avez bien entendu que les statistiques les dernières, plus de 49% qui intègrent l'université, ils décrochent. Dans une bonne partie, le volet fragilité, de précarité qui est à la cause, qui est derrière cet abandon. Aussi, on s'intéresse aux étudiants internationaux qui ont ce problème d'intégration, donc diversité linguistique et culturelle, et les étudiants et étudiantes victimes de la discrimination basée sur le genre, et les étudiants en situation de handicap ou de fragilité psychologique. Donc, cette fragilité, ces étudiants en situation de handicap, il faut les accompagner. Il faut trouver une structure, une solution pérenne et continue. Donc, il faut agir d'abord en amont et puis agir à l'intérieur de l'université et à l'extérieur de l'université. Donc, quelles sont les pistes d'action? D'abord, à l'intérieur de l'université, il faut qu'il soit inclusif pour toutes les composantes. On parle spécialement des étudiants, mais qu'il soit inclusif par rapport aux ses enseignants, par rapport aux administrateurs, tout, et que ce soit le volet pédagogique et non pédagogique. Et travailler aussi en amont et en dehors de l'université. Le domaine d'action, c'est évidemment, on commence toujours par la sensibilisation, puis l'accompagnement. On est une université, donc la formation également, la recherche scientifique, la production de la connaissance et puis l'innovation dans ces thèmes. Comment on agit? Ce qui est important, c'est institutionnaliser. Institutionnaliser, puis institutionnaliser. J'insiste là-dessus parce que c'est très important le fait d'institutionnaliser toute action pour pouvoir pérenniser toutes les actions et pour pouvoir, tout en se capitalisant sur ce qui se faisait avant à titre volontaire et bénévole, donc et permettant aussi de passer à la logique du droit avec un certain professionnalisme. Et on agit également sous forme d'un réseautage, que ce soit régional, que ce soit national, et là je cite le réseau universitaire marocain pour l'enseignement inclusif, parce qu'un étudiant, que ce soit à Qada'iyat, que ce soit à Ibn Tufayl, à Mohamed V ou à toutes les universités, ils ont beaucoup de contraintes qui sont communes, et donc les solutions vont être à peu près la même chose. Donc il faut réseauter dans ce sens-là et aussi partager l'expérience également internationale. La démarche, évidemment, toute démarche commence par un diagnostic, une vision, une planification stratégique, mais participative. Donc, avec un système de suivi. Et donc, pour cela, ce qui est important, c'est d'être près de ces composantes, près de cet étudiant en situation de handicap pour pouvoir l'accompagner depuis son rentrée à l'université jusqu'à, bien sûr, l'accompagner à chercher dans le marché du travail, chercher un travail. Donc, nous avons, pour être prêts, constitué dans chaque établissement, ce qu'on appelait une cellule focale. Une cellule focale, elle est formée par un enseignant, un administrateur et des étudiants. Et qui sont tous, donc, qui coordonnent ensemble dans chaque établissement, parce que nous avons 14 établissements à l'Université Qada'iyat, dont Marrakech, Safi, Souaira et Qlat Saghla. Et donc, il fallait coordonner toutes les actions d'accompagnement pour ces étudiants en situation de handicap, et qui est coordonné par ce centre d'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale. Donc, il fallait un contexte, le contexte est le propice, je ne vais pas le répéter, il a été bien expliqué par Madame Salhi, les engagements, au niveau de modèle de développement, les stratégies sectorielles, dans les conventions internationales, etc. Et notre stratégie à l'échelle
une université Qada'iyat comme étant une université intelligente, responsable socialement et se doit alors venir en aide à ses étudiants en situation de vulnérabilité. Donc, nous avons mis en place l'université, la présidence de l'université, il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, un centre dédié à l'accompagnement des étudiants en situation de vulnérabilité. Quand on parle de la vulnérabilité, je viens de dire, il y a l'handicap, il y a la précarité sociale. On travaille par axe thématique. D'abord, on accueille ces étudiants et on sensibilise, on les oriente. Que ce soit, il y a un axe qui est réservé spécifiquement aux étudiants en situation de handicap, un autre par rapport aux étudiants internationaux, un par rapport au genre, un par rapport à l'écoute et la santé, l'autre un axe réservé à l'appui socio-économique, un axe réservé à la formation et de la recherche dans ces thématiques liées à la vulnérabilité et un axe de responsabilité sociale. On le dit, c'est de la responsabilité sociale, mais quand on agit à l'extérieur, dans son environnement, à l'extérieur de l'université, et donc bien sûr tout via aussi des partenariats et la communication. Donc, par rapport, il faut institutionnaliser les choses. Parce qu'avant, c'était une autre logique de bénévolat. On travaille avec ses étudiants, chaque établissement à sa façon. Il y a des établissements où il y a des personnes engagées qui peuvent aider aux données et d'autres, il n'y a pas beaucoup. Donc, déjà, il n'y a pas d'équité pour servir les étudiants en situation de handicap. Donc, on est une structure institutionnelle, un centre qui émane de la présidence de l'université, qui émane du pôle des affaires académiques et estudiantines, avec donc une directrice et les directeurs adjoints et un comité de gestion qui représente les axes qui regroupent tous les membres focaux dans différents établissements. Et vous voyez, on est présent dans tous les établissements à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université avec des personnes qui sont permanents, dédiés, avec des psychologues, avec des administrateurs, des techniciens en informatique dédiés, donc c'est des ressources humaines dédiées à l'accompagnement de ces étudiants en situation de vulnérabilité. Donc j'insiste, c'est très important le fait d'institutionnaliser pour garantir cette pérennité et cette équité. Donc ce centre d'enseignement inclusif, je vais le nommer CILS, il est représenté donc par des points focaux dans les différents établissements, avec des structures fonctionnelles d'accueil. On travaille sur le terrain, accueillir et accompagner les étudiants en situation de handicap. Donc, il fallait donc mettre en place des différents types d'accompagnement, des dispositifs pour la réussite de ces étudiants et pour leur insertion professionnelle. Donc, le but de la formation qui aboutit à une bonne insertion professionnelle. Quand on parle du cadre donc pédagogique et non pédagogique, on a besoin des deux, évidemment. Donc, je vais donner quelques exemples de ce que fait ce centre pour préparer ces étudiants pour d'abord réussir leur formation au même pied que les autres. Donc, on parle de l'équité ici. Donc, préparer les conditions favorables. D'abord, l'accueil de ces étudiants, l'accueil, la sensibilisation de ces étudiants. Donc, il faut la sensibilisation participer. Il faut qu'on participe généralement avec tous les membres des cellules focales. Ils participent, sensibilisent et pratiques inclusives via des webinaires comme aujourd'hui, l'organisation des conférences, etc. Et ces membres sont mobilisés au niveau de chaque établissement pour accueillir ces étudiants, pour les orienter dès leur arrivée, donc lors de la semaine d'intégration. Et puis, il y a organisation, chaque événement qui est lié, que ce soit à la sensibilisation, que ce soit à la classement, que ce soit tout le centre. Donc, il participe, il organise, par exemple, la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, en partenariat avec des organismes, des institutions qui œuvrent pour l'inclusion de ces personnes, donc comme le Centre international des handicapés. Donc, on est le côté scientifique, le côté social, le côté psychologique, donc toute thématique liée à l'inclusion, par exemple avec le génie civil, des journées scientifiques par rapport à l'accessibilité, parce que la meilleure façon, quand on parle d'inclusion, d'abord garantir l'accessibilité architecturale et puis l'accessibilité à l'information. Et évidemment, on est le partage via toute
façon, donc les reportages TV, les émissions radio. Donc, c'est très important de sensibiliser à l'art en large, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université. Bien sûr, la participation pour mettre en place le pacte écrit dont Madame Salhi, donc elle en a parlé un peu plus en détail. Je vais pas en répéter. Donc, les activités, juste des photos devant vous pour vous montrer plusieurs activités, des exemples de sensibilisation pour nos étudiants. Je vais pas m'attarder, juste pour dire qu'il y a la participation des enseignants, des administrateurs, des étudiants et des partenaires externes qui œuvrent dans la question du handicap. Une chose est très importante à l'échelle de notre université, c'est qu'il y avait une première étude diagnostique d'inventaire et de diagnostic des besoins en aménagement liés à l'accessibilité dans les différents établissements de l'Université Qadaiyyat en partenariat avec le ministère de solidarité de la femme et de la famille. Donc, avec bien sûr, selon une approche participative. Donc, tout ce qu'on fait, c'est très, très important. Donc, de faire tout ce qu'on fait, c'est en adoptant l'approche participative. Et donc, on a la première étude, c'est une très bonne chose. On est en train de mettre en œuvre cette accessibilité et avec un certain pourcentage qui sont déjà accessibles. On est en train de mettre ça à l'échelle de tous les établissements. Deux choses, donc, c'est l'accompagnement pédagogique par rapport pour avoir cette équité, pour avoir les mêmes choses, parce que les dossiers de recrutement, ils demandent un bon dossier. Bien sûr, pour l'accès à l'emploi et pour les concours et tout. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement dans les examens. Il y avait notre université, c'est la première université qui a discuté justement que ça soit institutionnel, cette démarche d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc, pour qu'ils soient pas ces étudiants désavantagés en raison de leur handicap. Dépendamment du type de handicap visuel, moteur, etc. Et nous avons, bien sûr, il faut avoir un soutien humain, bien sûr, et des supports également physiques supplémentaires, des supports d'écriture alternative, des ordinateurs, des tablettes, etc., pour pouvoir accompagner, faciliter plus ou donner plus de chance à ces étudiants pour qu'ils soient au même pied d'égalité que les autres. Et nous avons élaboré un premier manuel de procédure d'aménagement des examens pour ces étudiants en situation de handicap qui a été validé par le conseil de l'université. C'est très important pour qu'on soit au même pied. C'est réglementaire, c'est validé par le conseil de l'université. Il agit par rapport à tout niveau, d'une façon donc égale dans tous les établissements, avec toujours une démarche participative, en collaboration étroite avec ces étudiants en situation de handicap pour comprendre bien sûr leurs besoins individuels et mettre en place les aménagements raisonnables pour les examens. Donc, c'est des réunions du conseil d'université avec des procédures, un logigramme qu'on peut partager avec les autres universités pour voir les démarches que nous avons adoptées il y a 2 ans, avec les formulaires, tout ce qui est technique et de demande d'aménagement, et puis en même temps des chartes d'écoute pour les étudiants vulnérables. Donc là, c'est des procédures, je vais en passer juste pour voir qu'on a différents types de procédures d'aménagement, de demande, tout ce qui est médical, toutes les autorités administratives, les prestations de services qu'ils demandent, les évaluations, etc., avec un logigramme adapté. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par l'axe des handicaps de ce centre d'inclusion et avec, là, vous voyez le formulaire que les étudiants doivent renseigner au plus tard avant la date limite d'inscription des examens. Après, bien sûr, il faut accompagner les étudiants, non pas juste pédagogiques, aussi question de santé. Donc, ils bénéficient de plusieurs actions de santé tout au long de l'année. Et puis, l'appui social. L'appui social est très, très important parce qu'il se trouve qu'une bonne partie des étudiants en situation de handicap
parallèlement, ils sont en situation précaire. Je parle côté économique. Donc, il faut les aider avec des dons comme les autres en situation de précarité. Donc, on mobilise des dons, des distributions, que ce soit des dons alimentaires, vestimentaires, des aides au logement, en sollicitant le rôle des partenaires est très important ici pour aider donc à soutenir cette action. Et puis, le partenariat avec les institutions, par exemple, le Conseil de ville de Marrakech, qui nous offre chaque année des vélos, des chaises roulantes. C'était les années, c'était mécanique, mais maintenant, c'est des chaises roulantes cette année, l'année passée, électriques, parce que vu qu'ils sont coûteux. Donc, chaque année, on a la distribution des chaises roulantes électriques aux étudiants ayant un handicap physique. Le volet formation est très important. On est dans une université, il faut former. Former qui? Former toutes les composantes de l'université. Donc, les gestionnaires des services des affaires étudiantines et les accompagnateurs des personnes en situation de handicap aux pratiques inclusives pour accompagner nos étudiants en situation de handicap. Et c'était en interne, en partenariat, en collaboration avec le réseau universitaire marocain pour l'enseignement inclusif et au ministère de Solidarité. Il y avait d'autres des formations à l'international pour partager les bonnes pratiques avec l'université canadienne, donc dans les deux sens. Les formations de nos cellules focales et les formations des administrateurs. Et aussi, on a accompagné les membres de ces focales, notre université, pour l'ouverture de formations professionnelles ou des masters spécialisés en éducation spécialisée en vulnérabilité sociale, donc parmi les recommandations de Pacte ISRI également. Mais nous avons commencé il y a 3 à 4 ans. Donc, le RUMI, avec le ministère de Solidarité et de l'Insertion sociale et aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur de l'Inclusion, il y avait un plan d'action de formation par rapport à ces composantes de l'université. Donc, ça a été à l'échelle de l'université de Qada'iyat pour les cadres administratifs, pour développer leurs compétences en gestion des services destinés aux étudiants en situation de handicap en matière d'accueil, d'orientation et de sensibilisation aux droits des personnes en situation de handicap. Pour les enseignants, c'est-à-dire l'objectif c'était de comprendre les besoins des étudiants parce qu'on a encore en tant qu'enseignant des difficultés d'abord à repérer ces étudiants et puis comment les accompagner. Donc, pour une conception universitaire d'apprentissage et comment les initier aux aménagements et les adaptations par rapport au type de handicap. Et puis, pour les étudiants, les accompagnateurs, donc, qui comprendre les besoins de ces étudiants qui vont accompagner. Donc, ça, c'est à différentes échelles. Là, c'est des exemples de photos de formation, juste pour vous montrer que ce soit pour les étudiants, pour les administrateurs et pour les enseignants. C'est un exemple avec des avis, bien sûr, qu'on lance à l'échelle de l'université Qada'iyat, mais ça a été fait dans toutes les universités marocaines, membres du réseau RUMI. Donc, je passe quelques diapos juste pour vous montrer. Ça a été à l'université Abdelmalek Sa'ati, à l'université Moulay Ismaïl, à l'université Sultan Moulay Slimane, donc avec des spécialistes en matière comme étant formateurs. Que vous voyez ici des personnes qui sont déjà des personnes, des responsables dans le ministère de la Solidarité, Monsieur Youbi, le président de Réseau RUMI, les membres RUMI se sont mobilisés pour réussir ces journées de formation pour toutes les catégories de composantes de l'université. Ici, c'est la formation à Nozar Agadir, formation à Rabat, formation à Abdelmalek Sa'ati, Meknès. Donc, on a essayé de faire donc, une formation toute les aussi, il y a un volet très important, c'est de la recherche. On est en tant qu'université, donc on prépare une liste thématique sur le sujet de recherche, les PFE, on implique en coordination évidemment avec les professeurs, les enseignants, sur des thématiques en relation avec les missions que ce soit tout le volet, sociologie, vulnérabilité, handicap, psychologique, etc. Donc, il faut continuer à faire de la recherche parce qu'on a besoin. Et il y a des conférences scientifiques par rapport à ces thématiques. On a eu des prix de recherche d'innovation sur le thème du handicap avec une doctorante, membre du CIRS aussi, très active. Et il y a aussi des trophées, on a des trophées marocains. Donc ça, c'est juste
juste pour encourager et pour continuer donc à travailler sur la thématique. L'accompagnement. Donc, on a formé, on a essayé. Je ne peux pas dire que nous avons réussi à 100%, on est dans un système, donc tout est... Non, on a encore des difficultés, on est encore, donc on est en train d'améliorer, de voir, de tester, de voir, donc c'est pas acquis à 100%, mais c'est des étapes qu'on a quand même franchies. Il n'y a rien que l'institutionnalisation, travailler d'une façon institutionnelle, et même les membres focaux, ils sont désignés par le chef d'établissement de chaque établissement, qu'il soit le travail institutionnel, c'est important ça. Et puis, il faut accompagner pour préparer. On les a formés, il faut les préparer au marché du travail. Donc, nous, le centre, en coordination avec le Career Center, nous organisons chaque année, ces dernières années, je veux dire, donc ces dernières années, des séances de préparation au concours de recrutement national des personnes en situation de handicap au profit de nos étudiants. Donc, on appelle des personnes, vous voyez sur le photo, il y a des personnes qui sont connues à l'échelle nationale pour accompagner, pour les préparer à différents concours, que ce soit ou des professeurs de chez nous dans différentes thématiques pour qu'ils réussissent leur concours. Et effectivement, on arrive à avoir plusieurs postes. Tous les étudiants, une bonne partie chaque année de nos étudiants réussit à décrocher des postes dans différents ministères. Et là, la photo devant vous, il s'agit d'une étudiante d'une université qui a été recrutée à notre université et maintenant il est un membre très actif au centre. Il est administrateur au centre d'enseignement inclusif de la responsabilité sociale. Il a un handicap visuel. Elle est non-voyante. Et donc, on arrive donc à accompagner nos étudiants pour qu'ils décrochent donc, un poste dans les différents ministères. Donc, tout ça, tout ce qu'on fait, évidemment, c'est via le partenariat, on ne peut pas s'en passer. Donc, je ne vais pas citer les partenaires, mais juste pour dire que le partenariat, le soutien et ces échanges, c'est très important, soutien financier et aussi soutien donc, à la connaissance. Donc, il y a des partenaires qui offrent, donc, qui agissent sur le terrain et qui ont de grandes compétences et donc pour échanger avec l'université. Donc, il reste après. Donc, la question, tout est bon, on les a accompagnés, ils ont décroché des postes dans différentes universités, mais il est toujours le mais. Donc, déjà, on félicite le ministère, donc, pour ce concours unifié. Mais c'est un exploit, réellement, c'est un exploit. Il faut donc, quand on parle de conditions de travail, donc il faut les conditions de travail dans un métier, puis qualité de travail. Pour les conditions de travail, donc on va, c'est on raisonne sur deux plans. Le plan organisationnel, une fois vous êtes décroché, il faut préparer le lieu de travail. En termes de locaux, est-ce qu'il est accessible, pas, en termes des tâches, est-ce que les tâches, dépendamment au type de handicap, est-ce qu'il est adapté et tout. Et sur le plan organisationnel, social, donc, psychosocial, il faut une adaptation, donc, volet relationnel. Il y a l'adaptation du concours. C'est une très bonne démarche. On se félicite. Donc, on félicite le ministère pour ce pas très important. L'adaptation du concours est encore une meilleure démarche, c'est qu'il est décentralisé cette année. C'est extrêmement important et on a pu mobiliser nos étudiants. Donc, Madame Sahi l'a bien expliqué, les administrateurs, les enseignants, les étudiants pour qu'ils accompagnent ces lauréats lors du concours. Rien que ça, c'est une très bonne façon de sensibiliser par rapport à la question d'accompagnement ou à l'accès à l'emploi des étudiants en situation de handicap. Donc, on doit se féliciter les organismes derrière décentralisation déjà pour le concours unifié et pour la décentralisation. Donc, c'est une étape. Très bien qu'on a passé cette étape et la sensibilisation, il reste encore une fois, l'expérience elle a montré. Nous avons nos étudiants, ils sont dans le marché du travail. Donc, est-ce que
Une fois qu'ils décrochent, on arrête, c'est bon, on a fait ce qu'il faut faire, ils sont dans le marché du travail. Nos employeurs, est-ce que les employeurs ils sont sensibilisés? Donc, vraiment, c'est ce qui reste à améliorer pour que le candidat, une fois qu'il intègre la structure, qu'il réussisse sa mission. Une fois il a réussi son concours, ça ne veut pas dire qu'il va réussir sa mission en tant que dans le marché du travail, parce que c'est pas, il va être plutôt victime de sa marginalisation et de l'exclusion, vu que l'employeur n'a pas été adapté, n'est pas sensibilisé, n'est pas adapté. Donc, ce qui reste à développer, c'est cette adaptation, donc cet environnement, ces conditions de travail qu'il faut vraiment travailler là-dessus et améliorer les conditions de travail. Quand on améliore les conditions de travail, évidemment, la qualité de vie. La qualité de vie, elle est en étroite relation avec ces conditions de travail. Quand on arrive à une personne en situation de handicap dans un environnement de travail adéquat, donc il va se sentir bien, donc il va y avoir un bien-être, il va être plus engagé, et donc il va y avoir un meilleur rendement. Dans le cas contraire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des conflits, il va y avoir du stress, de l'anxiété, de la résistance, du désengagement et une diminution par contre de rendement. Et on va on va dire qu'ils ils ne produisent pas assez, ils ne sont pas au même pied que les autres. Alors, chose qu'on est en train de militer là-dessus pour montrer leurs compétences, c'est juste, il faut créer les conditions pour qu'ils produisent dans les meilleures conditions. Donc, ce qu'il faut faire, le concours unifié, une étape importante qui a été réussie. Question, faut-il se limiter à l'accès à l'emploi? Est-ce que les personnes en situation de handicap ont-elles besoin juste d'un poste budgétaire? Non. Dans quelles conditions ils vont travailler d'abord pour qu'ils puissent avoir un très bon rendement? Donc, est-ce qu'ils sont bien accueillis? C'est la question qu'il faut demander après. Donc, est-ce que les tâches, ils sont des tâches adaptées? Donc, il faut prévoir, donc, alors, l'après-concours, c'est ce qui reste à travailler. Donc, il faut une bonne étude d'adaptation d'après-concours pour qu'on puisse boucler la boucle. Et je m'arrête là pour vous dire que notre engagement envers la diversité et l'équité et l'inclusion, ça nous concerne toutes et tous. Merci pour votre écoute. Merci infiniment, Madame Brada, pour cette riche présentation, donc où vous avez parlé et présenté les différentes missions du centre et surtout les axes sur lesquels vous travaillez. Et permettez-moi de les rappeler. Donc, vous travaillez sur, premièrement, tout ce qui est accueil, orientation et sensibilisation qui sont importantes. Deuxième axe, c'est l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. L'axe 3, c'est aussi la question donc des étudiants étrangers et nationaux. L'axe genre, l'axe écoute et santé, parce que c'est un axe très important. Un étudiant en bonne santé peut continuer dans les meilleures conditions son éducation. L'appui socio-économique, vu que la plupart des personnes sont en situation de vulnérabilité économique. Tout ce qui est en relation avec la responsabilité sociale au service de l'environnement socio-économique et la formation à la recherche qui est un axe très important aujourd'hui. On manque d'études qui montrent, et surtout sur le dernier point que vous avez évoqué, la question du bien-être et l'épanouissement des personnes en situation de handicap dans leur poste, parce que, comme vous l'avez bien mentionné, il ne suffit pas de créer un poste budgétaire, mais de garantir un épanouissement professionnel pour cette population. Et enfin, le dernier axe qui est le partenariat. Donc, sans synergie, on ne peut pas avancer. Alors, si vous permettez, Madame Barada, vous arrêtez le partage comme ça pour donc continuer notre webinaire avec un témoignage de Madame Assia. Donc, Madame Assia qui est administrateur au même centre et qui est aujourd'hui continue ses études en matière de psychologie
je m'excuse. Alors, Madame Assia, donc, qui est cadre administratif au sein du Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale de l'Université Qadi Ayad. Et aussi, donc, aujourd'hui, elle est étudiante en psychologie sociale à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Qadi Ayad. Et aujourd'hui, va partager son expérience en matière de son emploi et de sa vie en tant qu'étudiante au sein de l'université Qadi Ayad. Merci Madame Assia pour votre temps et votre appui et contribution à ce webinaire. À vous la parole. Merci Madame Hind. Bonjour tout le monde. Merci d'abord pour votre invitation. Je suis ravie de participer à ce webinaire et de rencontrer le docteur Salhi, Madame Hind, professeur Samia Brada et chers auditeurs et auditrices. Et merci du choix de la thématique. Elle est très intéressante. Alors, Assia El-Bizari est une personne ayant un handicap moteur depuis la naissance au niveau de hanche le pied droite, célibataire, licenciée en sciences économiques, section de gestion de l'entreprise, étudiante en psychologie sociale en première année à la faculté des lettres et sciences humaines à Marrakech. Actuellement, je travaille comme cadre administratif au sein du Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale de l'Université Qadi Ayad. J'ai l'honneur de partager avec vous mon expérience du travail. Comme vous savez, la personne en situation de handicap a rencontré des difficultés durant ses études d'abord et aussi après l'obtention de diplôme. Et ce n'est pas facile de trouver directement un emploi, même si j'ai passé des concours organisés par le gouvernement, mais je n'avais pas la chance d'avoir une profession ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public. Mais je reste optimiste et je laisse pas mes bras croisés. J'ai effectué d'abord des stages en pays pour promouvoir mon CV et obtenir des compétences favorables dans les différents établissements pendant une année et demie. Et bien sûr, j'ai appris et pris l'expérience qui m'a entraîné de s'intégrer dans le marché du travail. La première expérience était au sein d'une société près de la maison qui fabrique des produits médicinaux, comme aide comptable et caissière principale pendant 7 ans. Mais vraiment, beaucoup de stress, pas de l'eau de travail, nous travaillions sans arrêt. Et je quittais et je commence à chercher un autre emploi comme secrétaire au sein d'une fiduciaire pendant 2 ans. Malheureusement, j'ai trouvé le problème de transport car le fiduciaire est loin de la maison et pas de transport adapté. La dernière expérience au secteur privé était au sein d'une clinique comme fondatrice. C'était une bonne expérience et c'est un milieu sensible à l'handicap. Et après des années d'errance dans toute une variété de domaines d'activité, j'ai fini par trouver ma voie fin 2020 en secteur privé, public, pour avoir une stabilité, une amélioration de ma qualité de vie et aussi pour le développement personnel. J'ai passé le concours UNIFI, spécifique pour les personnes en situation de handicap, et je profite pour dire que c'était une bonne action d'accéder à la fonction publique avec moins d'obstacles. Alhamdulillah, j'ai affecté au sein du Centre de l'enseignement inclusif de la responsabilité sociale et c'était une bonne expérience et une nouvelle expérience à l'Université Qadi Ayad. C'est une grande responsabilité et c'est un travail qui demande la patience, l'engagement, l'écoute, le courage. Alhamdulillah, j'ai été adaptée, j'ai essayé d'avoir, première chose, un moyen de transport personnel pour éviter le problème de déplacement.
Et aussi, je travaille dans des bonnes conditions, espace accessible, avec une équipe dynamique, présidée par une directrice compréhensive qui milite pour la promotion de l'inclusion sociale et travaille vers une université inclusive. Et aussi, actuellement, la situation vraiment, avant, les conditions de la personne en situation de handicap étaient dégradantes. Actuellement, alhamdoulilah, la situation a été changée. Le gouvernement a commencé à centrer son action sur l'inclusion et l'insertion professionnelle de cette catégorie. Et je profite de l'occasion de remercier le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'innovation, aussi le ministère de Transition digitale et la réforme d'administration pour le soutien et l'organisation des concours spécifiques aux personnes qui que soit leur handicap. 200 bénéficiaires chaque année et c'est un grand succès pour moi. Aussi, je n'ai pas oublié à remercier aussi le ministère de la Solidarité et l'insertion sociale et familiale qui a donné une attestation d'handicap pour passer facilement le concours. Et le grand remercie aussi à l'Université Al-Qadaïad qui a accueilli chaque année ces personnes et leur adapte et participe aussi à la promotion de la responsabilité sociale et le développement durable du pays. Lors de mon travail, j'ai relevé comme idée reçue à déconstruire que les personnes en situation de handicap seraient moins adaptables, plus souvent absentes, moins compétentes, plus difficiles à manager, mais c'est tout l'inverse. Vous n'imaginez pas l'énergie dépensée à s'adapter. Encore une fois, cela dépend du type d'handicap, mais il faut adapter votre trajet, vos postures, votre manière de traiter les priorités, vos échanges avec les collègues, l'organisation du temps. Et la plupart des personnes en situation de handicap ont besoin d'être écoutées, mais surtout entendues sur cette base. Miser sur la communication est l'essentiel. Mes recommandations, on peut dire mes messages pour les employeurs qui doivent faire la confiance à la personne en situation de handicap. Elle est une ressource humaine qui est capable de donner les opportunités pour participer au changement de regard négatif de la société sur le handicap. Aussi, les personnes ou les employeurs qui ont perdu la confiance que cette personne a des compétences favorables. Et un message aussi pour les personnes en situation de handicap qui a obtenu un poste soit au service public ou privé doit être engagé et responsable. Et enfin, je voudrais remercier ma famille, mes parents, après Allah, et surtout ma mère, la Rahma, qui était une personne consciente de l'handicap. Et grâce à elle, je suis avec vous. Aujourd'hui, l'anniversaire de son décès, 13 ans se sont écoulés depuis sa mort. Merci pour votre écoute. Merci, Madame Assia, pour ce témoignage émouvant. Donc, on vous félicite pour votre persévérance et votre réussite aujourd'hui qui va certainement inspirer plusieurs. Félicitations. On comprend parfaitement que le chemin n'est pas facile. Et dans les derniers webinaires, donc, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap dépasse fois 7 parfois que le chômage pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Le chemin est lent, certes, mais les efforts donc et cette conscience aujourd'hui, on va dire cet engouement pour l'intégration des personnes en situation de handicap, certainement va changer les regards pour, comme vous l'avez dit, ces talents que parfois les recruteurs ratent.
rate l'occasion donc d'enrichir et de créer de la valeur. Je vous remercie infiniment donc pour votre partage et votre contribution. Aussi, je remercie infiniment Madame Brada, professeur Brada et docteur Salhi aussi pour votre contribution à cet événement. Alors, on passe maintenant à la section des questions. Donc, bon, je vois que au niveau du chat, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais entre-temps, je constate qu'avec nous, mon professeur Omar Belkhairi, je ne sais pas si vous avez la possibilité donc de prendre la parole. Et parce que Monsieur Omar Belkhairi, donc un expert aussi en RSE, donc c'est mon directeur de thèse et il travaille beaucoup sur cette question. Je ne sais pas si Monsieur Belkhairi, vous pouvez prendre la parole donc et ajouter donc un commentaire peut-être par rapport à ce sujet. Oui, salam alaikum. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement, on vous entend parfaitement. Ok, je vais parler très prudemment parce que je suis en mode de conduite, je suis en déplacement. D'accord. J'ai essayé je voulais pas rater d'assister et d'écouter très patiemment ce qui a été dit. Après quelques difficultés d'accéder à la visio tout à fait au départ, vous êtes au courant de ça. Oui. Je vous remercie tout d'abord personnellement et tout l'organisme qui est derrière vous, qui est RSEPED. Et je remercie l'ensemble des intervenantes que j'ai écoutées de manière très intéressée. Je n'ai pas de commentaires très particuliers à ajouter. J'ai autant appris que vous, notamment sur un aspect sur lequel je dois dire que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur beaucoup d'aspects qui ont été présentés dans l'expérience de l'Université Khadia Ayad, que j'admire beaucoup personnellement. J'ai déjà exprimé ça à Madame Brada à plusieurs reprises. Le témoignage de la dame juste à la fin est absolument très fort parce que ça montre comment est-ce que ça peut changer complètement des vies. Et je pense que c'est le message qu'il faut relayer et répéter incessamment pour que l'on puisse toucher de près qu'est-ce que ça donne quand on s'intéresse à la responsabilité sociétale des universités. Sinon, je voudrais juste, dans la lignée de mes préoccupations actuelles, reposer la question à Madame Brada. On en a discuté, mais ce que j'ai entendu me permet encore plus, me demande ou m'exige de moi d'insister encore plus sur la notion d'institutionnalisation et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement, ou quels sont les conseils de Madame Brada éventuellement, si on voudrait implémenter une telle expérience avec un large scope, ne pas se focaliser juste sur les aspects qui ont été présentés par l'intervenant. Je ne sais pas si ma question est suffisamment claire. Madame Brada, est-ce que... Oui, merci. Bonjour, Sibel Kheri. J'espère que vous allez bien. مرحبا بك. Merci d'être là, de nous écouter. Ton apport toujours important. Vous étiez là donc par rapport comme expert par rapport à la responsabilité sociale universitaire. Et comme vous avez dit, on a pu partager nos expériences et puis nos avis par rapport à ce volet responsabilité sociale et, et, et inclusion. Donc, par rapport à votre question, la notion d'institutionnalisation. Ben, je dis, c'est un point très important pour mettre en place tout ce qu'on a dit, pour l'inclusion à la compagnie, l'apport de l'institutionnalisation. D'abord, pour pouvoir pérenniser. Quand une action qui est institutionnelle, on va la pérenniser.
Et puis, c'est une forme de reconnaissance également des personnes qui travaillent là-dessus. Avant, c'était des bénévoles, des personnes qui travaillaient dans leur petit coin, dans un établissement, dans un département, avec une équipe d'étudiants. Mais quand on institutionnalise, on peut généraliser à l'échelle de toute l'université et déjà à l'échelle de l'établissement et puis à l'échelle de toute l'université. Donc, ma recommandation, juste par rapport aux personnes qui représentent les cellules, les points focaux, qui travaillent dans la question d'inclusion. L'expérience, elle a montré que les personnes engagées, c'est ces personnes qui donnent. C'est pas parce que tout au début, on voulait quand ça soit institutionnel, on a demandé au chef des établissements, pour chaque établissement, chaque doyen, doyenne, directeur, directrice, c'est sûr de nommer un enseignant et un administrateur pour qu'il soit le représentant légal institutionnel de l'inclusion au sein de l'établissement pour qu'il y ait donc la proximité étudiant et puis point focal ou accompagnateur. Parfois, on a proposé des noms qui étaient déjà là, parce qu'on n'a pas commencé à zéro. Il y avait d'autres activités, d'autres personnes très engagées qui ont fait des activités, des actions extraordinaires pour l'inclusion, mais c'était limité dans leur espace. Donc, les personnes qu'on avait engagées, donc c'était resté très actif, très continu jusqu'à date. D'autres personnes qui étaient peut-être des chefs d'établissement, on n'avait pas ces membres engagés, ils nous ont proposé des noms. Je dis franchement, il y a des noms, il y a des personnes qui travaillaient, qui ont été piquées, je vais le dire comme ça, qui ont été piquées par le travail social. Il y a d'autres qui c'était pour eux une question administrative. Non, l'erreur à ne pas faire, ne pas prendre l'institutionnalisation comme tout autre domaine ou avec un truc bien réglé. C'est pas des mathématiques, c'est pas il faut avoir cette fibre sociale, cet engagement, comprendre ce qu'on veut et on veut aimer. Donc, ça ne réussit pas tout à fait. Donc, pour l'institutionnalisation, c'est important que ce soit nommé par un responsable qu'il libère d'abord la personne à un certain moment, qu'il peut travailler dans cette thématique, et puis que cette personne donne plus. Donc, il faut l'engagement qu'il soit engagé cette personne, et puis l'institutionnalisation, c'est une reconnaissance. Quand on reconnaît d'une façon officielle que cette personne travaille dans ce volet social, au volet inclusion, on va leur libérer un temps qui est réservé à ça. Donc, ça, c'est l'apport de l'institutionnalisation. Et aussi, tu garantis une façon d'équité entre tous les étudiants. C'est pas un établissement va être, parce qu'il y a un point focal, il va bénéficier des services d'accompagnement, un autre qui n'y a pas de membre qui l'accompagne, ne va pas bénéficier. Dès le départ, on casse cette notion d'équité d'abord. Donc, d'où l'importance de l'institutionnalisation. J'espère, Sylkhéri, ce que j'ai bien répondu, vous avez un truc plus précis. Non, c'est très clair. Je voulais aussi profiter de votre expérience pour nous donner un conseil ou plusieurs. Si on veut implémenter un tel organisme avec un scope plus large dont on avait parlé, pas seulement la dimension que vous avez évoquée depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, elle a déjà, j'ai oublié avant de rajouter un truc pour qu'on soit aussi, bon, parce qu'on discute maintenant à l'échelle de l'université idéale, mais on aimerait partager, on l'a déjà partagé avec les autres universités via les formations, via les rencontres organisées par le ministère, et on veut que ça soit généralisé. Bien sûr, le pacte ISRI, l'Institut par exemple, il y a la loi cadre, etc., il y a le projet 10, mais et pour qu'il soit vraiment institutionnel, à l'échelle de notre ministère, à l'échelle de toutes les universités, il faut qu'il soit présent dans l'organigramme. Et les membres, ils doivent être présents quand même. Nous, à l'UNICHE, on est affiliés à la vice-présidence des affaires académiques. Mais il faut ressortir, il faut avoir tout un volet responsabilité sociale qui ressort un petit peu dans l'organigramme et qui soit clair et net. Et c'est la meilleure façon pour que tout le monde, parce que nous, en tant qu'enseignant, en tant qu'administrateur, il va dire, ma place, il est où?
dans tout ça. Je fais beaucoup, il y en a qui travaillent jour et nuit, beaucoup de travail, mais il faut qu'il soit reconnu et qu'il trouve sa place dans l'organigramme de l'université et du ministère. Ça, c'est aussi important. Je ne Clair. sais pas, j'ai bien compris votre question. Non, non, c'est clair, c'est clair, c'est Euh, clair, c'est clair. Vous avez renforcé l'idée que vous avez avancée tout à l'heure, c'est très clair. euh, Merci beaucoup. je vous en prie. Merci infiniment, professeur Omar Belkhari, aussi Madame Brada pour ces précisions. Donc, il y a une question de Monsieur Boubacar Sambé, donc qui demande est-ce que disposez-vous d'un système de suivi et d'évaluation de vos actions au plan national, régional et international pour vous au niveau du centre ou pour Madame Salhi, donc au niveau du ministère. J'attends d'abord Madame Salhi, puis j'enchaîne par rapport au son. D'accord. Madame Salhi, votre micro. Oui, Oui, re- parfait. En ce qui concerne du suivi, comme j'ai déjà précisé, il y a le comité interuniversitaire qui est aussi parmi ses missions, c'est le suivi et l'évaluation de toutes les actions qui sont menées par les universités en matière de responsabilité sociétale et bien sûr, ça englobe aussi tout ce qui est inclusion. Donc, normalement, j'ai déjà précisé qu'il y a un rapport annuel qui est élaboré par chaque université et par les établissements sous tutelle du ministère. Et bien sûr, ce rapport, il est remis au ministère pour le suivi, l'évaluation et tout. Donc, pour le moment, c'est le système adopté. Mais par la suite, il va y avoir, bien sûr, nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale en matière de RSE avec toutes ces composantes. Bien sûr, par la suite, il va y avoir plus d'efficacité et d'évaluation et tout. Donc, merci. Merci. Madame Brada, peut-être. Oui, oui, un petit peu en complément par rapport à ce qu'il a dit le docteur Salhi, c'est effectivement à l'échelle nationale, donc ce qu'il vient de dire, mais aussi il y a des indicateurs, il y a des projets dans le pacte ESRI, lors de la mise en place, il y a des années, chaque année, il y a le suivi, il y a des indicateurs, et voir quand même quels sont ces indicateurs pour voir le suivi, on est où, le pourcentage chaque année, on a donc déjà il y avait un plan d'action, il y avait un programme, et chaque année il y a un suivi, bien évidemment qui vient du ministère vers les universités. On essaie de répondre pour voir les indicateurs de suivi. Et puis, à l'échelle de ce centre, donc déjà répondre au ministère. Donc, on a une idée, là, on est placé où, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, ce qui reste à, nous à compléter, etc. Mais par rapport au centre, effectivement, la structure, une structure où on fait bien sûr le suivi, le fin d'année, il y a un bilan, il y a un bilan d'action et puis des recommandations, des plans, il y a un système de suivi. Donc, par rapport aux indicateurs des personnes, on a plusieurs indicateurs, je dirais, je donne des exemples, le nombre de personnes en situation de handicap, si je parle juste de la question de handicap, sans parler des autres types de vulnérabilité, nombre d'étudiants qui sont venus à l'université, est-ce que c'est constant ou chaque année, donc voir est-ce que ça évolue, et aussi les services, ce qu'on offre à ces étudiants. Donc, parce qu'on offre le service, donc c'est pas à 100%. Donc, à un certain pourcentage, donc l'équipement du matériel adapté pour les non-voyants, pour le matériel, la mobilité réduite, surtout des bras. Donc, on a des indicateurs, combien de personnes ont bénéficié, combien de personnes ont bénéficié de l'écoute, bien sûr, il y a un suivi sinon on ne va pas pouvoir évaluer notre travail. Il faut bien sûr J'espère que j'ai répondu. Oui, j'espère que ça répond donc à votre C'est vous, question, Monsieur Monsieur Boubacar. Boubacar. Effectivement, donc le chemin il est lent, donc il y a des efforts certes, mais
vu la demande, vu donc le manque parfois des ressources et le budget temps aussi peut entraver, on va dire pas la continuité, mais surtout l'efficacité. Ça demande du temps, ça demande des compétences, mais donc la volonté, elle est là. Et voilà, donc gardons donc cette synergie, cette dynamique, et certainement on aura évidemment plus de personnes conscientes de cette problématique, et bien sûr les regards tôt ou tard vont changer, certainement avec la synergie de tous les acteurs. Alors, je vois pas d'autres questions, donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc peut-être on va donc déclarer la séance close, en vous remerciant pour votre temps. Merci infiniment, docteur Salhi, professeur Brada, madame Assia, donc pour votre temps, appui et ces informations très riches. Et nous espérons que ça répond à vos attentes. Ce webinaire, elle est à vocation de sensibilisation, de partage d'expériences dans les différents contextes. Donc, et pour garantir une certaine un brainstorming, si on veut dire, sur les différentes bonnes pratiques qui peuvent par la suite inspirer d'autres acteurs. Alors, je vous remercie infiniment au nom de Merci à vous RSE aussi. Merci à vous pour Merci. l'organisation pour ce webinaire avec thématique importante, et ça permet de partager nos expériences, d'évoluer, voir ce qu'ils font les autres. Exactement. Et merci pour votre modération. Merci infiniment. Merci à Alors, tous. Merci beaucoup. merci, Monsieur Omar. Je vous donne aussi rendez-vous. Donc, c'était un webinaire qui a été reporté, mais heureusement, donc, grâce à notre partenaire SEBNR, nous avons pu donc l'organiser. Donc, ce sera demain, même heure, à 10 heures, et qui va porter sur le recrutement inclusif, mais là, dans l'espace de travail privé, dans les entreprises, avec deux experts de handicap et inclusivité qui vont partager l'ensemble des techniques, comment permettre à une entreprise d'assurer un recrutement inclusif et aussi une intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail. Sur ce, donc, je vous souhaite excellente fin de journée. Merci à vous pour votre patience, participation, et excellente journée. C'est toujours très difficile de fermer la salle. Je vous remercie infiniment pour votre engagement et votre temps tout au long de ce webinaire. Merci à vous Donc, aussi. sur Au ce, revoir. au revoir. Donc, Bonne fin de journée. Au revoir. bonne fin de journée, au revoir et merci infiniment. Donc, Merci à tous les participants donc, qui ont assisté avec nous. Nous espérons que ça répond à vos attentes. Et à demain. Donc, nous espérons vous revoir demain pour une nouvelle thématique. Merci infiniment et au revoir. Au Donc, revoir. je ferme la salle. OK. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.